Les Transition Talks, c'est un podcast sur la transition écologique au Luxembourg qui vous donne rendez-vous tous les mois pour en découvrir des initiatives inspirantes existant déjà dans le pays. Ce podcast est coproduit avec l'ASBL Transition Minette et Radio ARA en collaboration avec le CEL. Bonjour, je suis Yasmine et aujourd'hui nous avons 3 invités avec nous pour les Transition Talks. Karine Paris de la MESA, Marine Henry d'Altercop et Daniel Waxweiler de Food Sharing Luxembourg. Bienvenue. Bonjour. Bonjour. Donc on va commencer avec Karine Paris. Tu es coordinatrice du projet Urban Gardening au CEL et présidente de la coopérative Kilominute Zéro à Esch. Et tu vas nous parler aujourd'hui du projet de la MESA, la Maison de la Transition. Oui, donc je travaille en effet pour le CEL depuis 4 ans et là je coordonne le développement des jardins communautaires qui sont plutôt urbains, mais je suis thématique jardinage, on va dire, du CEL. En 2014, on a commencé avec Transition Minette dans un projet volontaire à créer la Maison de la Transition, qui est la seule malheureusement pour l'instant au Luxembourg, mais qui est arrivé dans nos idées parce qu'on avait créé un groupe d'achat alimentaire. Transition Minette avait 2 projets, celui d'un jardin communautaire et celui d'un groupe d'achat alimentaire. Et au bout de quelques temps, on se disait oui, mais on n'a pas de lieu, etc. Et puis, c'est bien d'avoir des produits tous les 15 jours, mais ça ne nous suffit pas. On veut un lieu, on veut une épicerie, peut-être on veut un restaurant aussi, etc. Et donc, on s'est dit, soyons fous. On avait envie de faire ça, on l'a fait et c'est fait un projet qui dure depuis 4 ans et qui est toujours aussi merveilleux. Alors, mais ça, c'est un projet dans le cœur même et de la transition alimentaire, puisque au cœur, je pense, du sein du mouvement de la transition aujourd'hui, c'est la thématique qui a le plus d'ampleur, celle dont les gens parlent le plus et où là, il y a le plus de projets parce que je pense que c'est la première chose qui est nécessaire, c'est celle de se nourrir. Et puis, il y a la dimension de la convivialité qui était très importante pour MESA, parce que d'ailleurs, MESA veut bien dire table en espagnol, et c'était un acronyme qu'on avait choisi exprès pour symboliser justement ce point convivial. Et dans les jardins communautaires, la convivialité, le partage, le côté social, c'est aussi ça qui motive énormément les gens. Donc il y a cette alliance comme ça, alimentation et côté social qui forment un tout et que moi j'adore. Et donc on s'était dit, on a mis un restaurant, on a décidé d'avoir un restaurant à MESA pour 2 raisons. 1, parce que c'était un soutien aux producteurs locaux et que c'était véritablement notre ambition que de dire si jamais on a une surproduction, nous, on est là pour accueillir dans notre restaurant, mais aussi dans l'épicerie, les produits. Et puis, c'est une entrée, parce que il y a 4 ans, encore moins qu'aujourd'hui, des gens ne connaissaient pas forcément le mouvement de la transition. Donc, on s'est dit, oui, manger au restaurant, c'est bio, c'est local, c'est sympa, c'est beau, mais ça, c'est beau, c'est fait avec des matériaux locaux aussi, donc c'est un lieu chaleureux. Et donc, c'était une porte d'entrée pour découvrir tout l'univers de la transition. Merci beaucoup Karine. On arrive donc à Marine. Tu es coordinatrice du projet Transition Days au CEL et coopératrice à Altercop, qui vient d'ouvrir ces jours-ci. Et oui, donc on est très très contents, on vient d'ouvrir au Baumhaus. On est maintenant ouvert les mercredis soirs et les samedis matins, donc vous pourrez venir nous visiter. Donc Altercop, c'est quoi ? C'est un supermarché coopératif et collaboratif, c'est-à-dire qu'on a pour objectif de proposer une alimentation qui est respectueuse de l'humain, qui est respectueuse de la planète et qui est au meilleur prix et accessible à tous. Pour ça, on réduit les marges, on réduit les intermédiaires et comment on fait ça ? En étant tous coopérateurs. Et qu'est-ce qu'ils font les coopérateurs ? Ils vont être propriétaires du magasin. Donc moi, par exemple, je suis propriétaire de quelque chose comme 1% d'Altercop, puisqu'actuellement, on est presque 100 coopérateurs. On est 97 à l'heure où je parle. Et je suis également caissière. Je suis aussi, je fais des commandes et je fais le ménage. Je représente Altercop dans des podcasts parce que on fait tous un petit peu de tout et c'est ça qui est vraiment hyper riche parce que chez Altercop, quand tu passes en caisse avec quelqu'un qui sait exactement ce que tu es en train de faire, qui possède aussi une part du magasin. Et voilà.
Et on est actuellement en phase donc d'augmenter notre assortiment. On recherche des producteurs luxembourgeois pour pouvoir offrir aussi des produits frais, pour pouvoir offrir des produits d'hygiène, pour que finalement Altercoop soit un supermarché presque comme les autres, donc un supermarché où on peut faire toutes ses courses, mais où on n'a pas ce questionnement à chaque fois qu'on prend un truc sur l'étagère de mais il faut que je regarde les labels, il faut que je regarde l'étiquette, il faut que je regarde les ingrédients, parce que c'est des gens comme nous et potentiellement nous-mêmes qui avons choisi ce produit et de le mettre dans l'assortiment. Et donc, juste une question, les produits que choisit Altercoop, qu'est-ce qui les distingue finalement d'autres produits ailleurs? C'est des produits que luxembourgeois ou ça vient de la grande région? C'est bio, c'est local, c'est... Altercoop, on a un ensemble de valeurs, donc on va privilégier toujours le bio, avec ou sans label. On n'est pas du tout d'importance à ce qu'il y ait un label obligatoirement. On va privilégier le local, mais bon, le café, ça existe peu en local. Dans ce cas-là, on va privilégier le commerce équitable. Et surtout, on va privilégier faire travailler les petits producteurs de la région. Donc tout ça en ayant quand même toujours à l'esprit cette dimension sociale, Altercoop, l'idée c'est de rendre ces produits accessibles à tous. Donc on n'a pas que des pâtes de petits producteurs, on a aussi des pâtes d'entreprises luxembourgeoises qui sont également bio mais qui sont plus accessibles financièrement. Daniel Waxweiler, tu es depuis longtemps dans le mouvement de la transition au Luxembourg et tu t'occupes entre autres du projet Food Sharing Luxembourg sur tout le pays. Et Food Sharing Luxembourg, qu'est-ce que c'est exactement comme projet? Merci für die Anleitung. Mit Food Sharing Luxembourg, das ist ein SPL, die die Vision hat, dass die Lebensmittel all gehen. Und das mal zu Lützeburg, wir sind noch mit anderen auf internationalem Niveau verbunden, am Food Sharing Movement aus Deutschland zum Beispiel, aber auch aus anderen Ländern. Wir haben 3 Projekte, und zwar den ersten ist, wir kooperieren mit Boutiquen, Restaurants, Cafés, und gehen Trächter sich, in die sie Gänge waschen oder auch müssen waschen in dem Gesetz, nur wenn Sachen aufgelaufen sind zum Beispiel. Dann haben wir ein zweites Projekt, das sind Food Sharing Points. Das sind auch Befrigungen und vielleicht mal ein Regal dabei. Du kannst jeder Sachen draufstellen, aber auch jeder kann Sachen rausholen aus den Regalen, aus den Friguen. Das gar nicht überwacht am Anfang. Wir sind just nur ein sicherer Platz, das heißt, muss ein bisschen geschützt sein für einen Vandalismus, also ein bisschen verstoppt. Wir sind am Gespräch mit enger Platz an der Stadt, und enger Platz zu Esch, für so Open Frigoen aufzustellen. Wir sind durch die Corona-Krise immer ein bisschen hinten dran gekommen. Dann ist ein drittes Projekt, also einfach Sensibilisierung über die Lebensmittelverschwendung. Und da erreicht man durch verschiedene Projekte, durch Informationsabende, wo man als ASBL vorstellen, wie man aktiv kann gehen. Wir sind auf Events mit einem Informationsstand, zum Beispiel alternative Lebensmittelmarkt oder Zero Waste Tag zu Bachtring. Da waren wir auch am Anfang von diesem Jahr. Und dann kochen wir noch an der Straße mit geretteten Lebensmitteln. Und zwar war der letzte September auf der Demo für das Klima. Da haben wir gekocht und jeder am Anfang einen gratis Mahlzeitstoff freiert. Dann planen wir auch noch gerade Workshops zur Sensibilisierung anzubieten. On le sait, au Luxembourg, la production alimentaire ne couvre que 3% de ce qu'on consomme dans le pays. Donc, comment est-ce qu'on pourrait réduire notre dépendance aux importations et comment réduire l'impact carbone de l'alimentation au Luxembourg qui est quand même assez élevé? Pour Altercoop, c'est toute la question et c'est un peu pour ça qu'on existe à la base. C'est pour donner un lieu de distribution producteurs locaux. On n'est pas les seuls à faire ça, il y a plein de lieux qui font ça. Mais on cherche vraiment à être un lieu de distribution pour les producteurs et à mettre en lien le consommateur et le producteur sur ce qui existe au Luxembourg. Et c'est vrai qu'on le voit, c'est compliqué de trouver des producteurs qui sont en capacité de nous fournir. L'existence de tels lieux permettrait d'encourager les producteurs en leur montrant qu'il y a vraiment une demande. Parce que ça aussi, on le voit. Si nous, on a du mal à trouver des producteurs, on voit aussi que tous nos coopérateurs, ils nous réclament ardemment de trouver des produits locaux. Et la question, effectivement, cette question-là que tu soulèves, qui était presque préoccupante, je dirais, parce que le Luxembourg importe beaucoup trop. Et donc, qui dit importation, dit 2 choses. Dit 1, transport. Et je pense que c'est un critère qui entre dans le fait que la production, notre consommation n'est pas écologique en ce sens, puisqu'on dépend beaucoup trop du transport. Je crois que, moi qui travaille aussi sur les jardins communautaires, je vois très bien
que l'effet Covid sur les gens. Et l'effet Covid sur les gens, c'est une prise de conscience et un retour. Je crois qu'en fait, d'être allé dans des supermarchés et d'avoir vu des supermarchés vides, ça a véritablement permis cette prise de conscience. Parce qu'on dit souvent le chiffre de, vous savez, au bout de 3 jours, sans pétrole, les supermarchés sont vides. Là, on n'avait pas la fin du pétrole, c'est pas encore aujourd'hui, mais les supermarchés étaient déjà vides et on a vu, bien sûr, il y a eu des angoisses, peur du manque, etc. Donc c'est ça qui a aussi généré des comportements assez irrationnels. Mais en tout cas, ce que je constate chez beaucoup de gens, c'est, parce que je reçois des demandes, d'accompagnement pour des jardins communautaires ou des gens qui cherchent des bouts de terrain. Et donc, quand on parle de production alimentaire, moi j'aimerais parler aussi de ces citoyens qui reprennent un petit peu en vie leurs mains et qui se disent je vais créer moi-même le moindre petit mètre carré sur mon balcon ou dans mon terrain, je vais mettre des choses en culture. Et donc, je pense que, bien sûr, ça ne pourra jamais suffire. Et ça sera jamais suffisant. Mais la production alimentaire, elle peut venir aussi de nous-mêmes. Et parce que, de toute façon, il n'y a pas assez de producteurs et surtout de producteurs maraîchers. Parce que le Luxembourg n'est pas dépendant de tout. On est en surproduction laitière et surproduction de viande au Luxembourg. Donc, c'est pas non plus qu'il n'y a pas de production. Il y a énormément de surfaces agricoles. Mais il y a des déséquilibres qui sont trop grands dans certaines productions et c'est ça qu'il faut véritablement rééquilibrer. Alors il y a en plus un super lycée technique agricole qui est certifié biologique au Luxembourg et qui a un enseignement magnifique, mais il faut soit des jeunes, soit des néo-ruraux, comme on dit en français, reviennent et prennent les terres et se mettent à cultiver. Wir dürfen noch nicht vergessen, dass mit dem Wohlstand, den man zuletzt schon viel Wäschgeheit gibt. Da gibt es eine Studie dazu, die sieht, was die Leute mehr Wohlstand haben, was sie mehr Lebensmittel wäschgeheuen. Da seht ihr, ich muss das total nicht mehr essen, ich kann mir das neu kaufen. Was frappant ist, dass 8-10% von den Treibhausgasen zu Lützeburg oder auf der ganzen Welt sogar nur der IPCC-Studie von 2019 über die Landwirtschaft nimmen durch Verschwendung an Lebensmittelverlust auffallen. Du kann ihn auch etwas machen, also du kannst etwas dagegen machen. Le gaspillage alimentaire, c'est 124 kilos par an par habitant au Luxembourg, dont 70% de ces pertes qui viennent des ménages. La question, c'est concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? Also für Foodchain Lützeburg so mir, dass ich da auf verschiedenen Niveaus kann umsetzen. Auf dem privaten Niveau, also daheim, kann ich zum Beispiel darüber passen, besser zu planen, wenn ich einkaufen geht, eine Liste gemacht haben, was will ich einkaufen, was will ich kochen. Und dann noch diese, wenn ich daheim auch könnt, richtig lagern und noch nur kochen, nach Trächter verschaffen, Essen auch nicht verschaffen. Was nach oft vergisst, dass die Leute den Unterschied nicht kennen zwischen Mindesthaltbarkeitsdatum und Verbrauchsdatum. Und das gehört doch zur Sensibilisierung dabei, die wir machen, aber auch Gouvernement, also durch die Kampagne Anti-Gaspi, die läuft. Und da kann Politik aber auch noch mehr machen. Und zwar als Politik von allem gefordert, Betriebe zu regulieren, weil in Frankreich oder in Italien gibt es schon Gesetze, die verbieten, dass in verschiedene Lebensmittel wäschgeheit. Das gilt für verschiedene Betriebe, das ist immer unterschiedlich. Aber das wird angereizt durch Steuervorteile. Wir fordern auch zum Beispiel, dass das auf Mensen und auf Krechen angewandt wird, so ein Gesetz, weil da gibt eine enorme Quantität Wäschgeheit. Zum Schluss vom Tag geht dann einer Kreche alles Wäschgeheit, was nicht gehen ist. Dann sehen wir noch einen anderen Platz, wo ich kein etwas machen. Und das sind die internationalen Vermarktungsnormen, die jetzt gehen, die so ein Cornichon darf ich nicht verkaufen. Und ich meine, du sitzen da Weihnachtszeit, die sich gut damit auskennen, was die kaufen kann, aber nicht. Oui, alors le modèle de Messa avec épicerie-restaurant, c'est un modèle où justement le gaspillage n'existe pas, puisque tout ce qui ne sera pas vendu à l'épicerie sera transformé au restaurant. C'était prévu dans le modèle, je dirais. Mais je voulais encore ajouter que la particularité de Messa, c'est le fait qu'il y a bien sûr une coopérative qui gère la partie commerciale, mais il y a aussi une association, Transition Minette, qui gère des projets associatifs. Et depuis le début, il y a toujours eu des activités
activités très diverses, très variées. Et certaines de ces activités tournent autour de la transition alimentaire, dans le sens où on va mener des ateliers qui vont donner des astuces, des clés aux gens pour transformer ces produits, faire soi-même. Et puis on échange, il y a plein de gens, on rencontre tout le temps des nouvelles têtes. Donc je pense que l'échange d'idées, c'est quelque chose qui est très important aussi. C'est ça qu'on voit aussi dans les jardins communautaires d'ailleurs. On échange des recettes de cuisine. On avait fait un atelier dans le jardin communautaire de Esch il y a quelques années avec des restes justement qu'on avait récupérés d'un supermarché. Et là, on avait demandé à un cuisinier de venir faire transformer ces restes et on a appris que avec des fans de carottes, quand on achète ces carottes chez un maraîcher, on les reçoit avec les fans. Et donc, avec ces fans, au lieu de les jeter, alors ça peut faire du très bon compost, donc ça, c'est aussi une manière peut-être de transformer, de ne pas gaspiller, que de composter. Mais avec ces fans, on peut aussi les manger. Et on a fait une mousse de fans de carottes absolument incroyable. Donc je pense qu'il faut aussi être curieux et aller chercher 1000 astuces sur qu'est-ce que je peux faire avec ce que j'ai. Et bien sûr, comme disait Daniel, déjà réfléchir à notre propre consommation, faire du sport, parce que manger, c'est bien, mais il faut aussi faire attention à sa santé. Et donc, moins manger, c'est bien aussi. Et puis, faire attention à ce qu'on mange parce que je pense qu'il y a une consommation excessive de viande de manière générale et qu'une alimentation moins carnée, non seulement c'est mieux pour le climat, mais pour vous donner un chiffre comme ça, 1 kilo de bœuf, ça va être 10 000 litres d'eau utilisée. Donc, c'est absolument pas tenable. Et au niveau de la santé, c'est pas tenable non plus. Donc, il faut vraiment réfléchir à ce qu'on veut. Merci Karine. Marine ? Oui, je suis complètement d'accord sur la réduction de consommation des produits animaux et sur la question du gaspillage alimentaire. Chez Altercop, on est encore assez petit, donc on peut encore se permettre de ne pas du tout en générer, en tout cas dans nos pratiques de vente, parce que tous nos produits frais sont uniquement sur commande. Donc, a priori, on ne jette jamais rien chez Altercop, en tout cas pour le moment. Et l'idée, c'est vraiment clairement de former une communauté et de pouvoir échanger. Donc, on partage souvent des recettes. Quand on était encore en groupement d'achat, on avait une coopératrice qui nous avait offert de l'ail des ours et qui disait « Mais je sais pas si tout le monde sait cuisiner l'ail des ours ». Alors, on avait eu une petite fiche recette avec et chaque coopérateur avait pu du coup se rendre compte de comment ça se cuisine et qu'est-ce qu'il pouvait faire avec. Et puis, de manière individuelle, moi je trouve oui, ce serait déjà manger les choses qu'on jette habituellement. C'est vrai que quand on consomme bio, on peut manger la peau des légumes, on le dira jamais assez. Mangez la peau de vos potimarrons. D'ailleurs, les potimarrons, on peut faire des très bonnes chips au four avec de l'huile et des épices. Ah génial, je vais essayer en rentrant. Mais on peut aussi faire des magnifiques cakes avec des peaux de banane. On peut faire du bouillon avec des épluchures. C'est pas forcément d'ailleurs alimentaire. On peut faire de la teinture avec des peaux d'oignon. Donc il y a énormément de ressources partout sur Internet. Il y a des ateliers à la Messa, il y a des blogs, il y a des livres. Voilà, donc faut chercher un petit peu. Alors voilà, on a vu un petit peu quels étaient les gros problèmes liés à l'alimentation au Luxembourg. Mais maintenant, on a envie de voir en fait quelles sont les solutions, donc quels sont les gestes que chacun et chacune peut faire au quotidien concrètement. Je pense que déjà, il faudrait se rendre compte du vrai prix des choses et de ce qui se cache derrière l'étiquette quand on achète un produit. Nous, par exemple, si on arrive à être moins cher, c'est parce qu'on a moins d'intermédiaires. Et l'intérêt d'avoir une coopérative avec des gens qui comprennent exactement comment se passe le processus d'achat et de mise en rayon, c'est aussi d'avoir des gens qui vont exactement comprendre comment ça se passe. Si les grands supermarchés arrivent à avoir des paquets de pâtes bio à 83 centimes, il faut aussi se demander, déjà avec la marge du distributeur, avec la marge du grossiste, avec toutes les marges qui se sont additionnées, combien il est payé le mec qui a produit le blé et d'où est-ce qu'il vient ce blé et est-ce que ton paquet de pâtes, il n'a pas voyagé plus que toi avant d'arriver dans ton assiette. Donc du coup, le premier geste, c'est déjà se rendre compte que la nourriture, ça doit coûter quelque chose. Il y a quelques années, je pense que les prix, vous me corrigerez si je me trompe, mais il y a quelques années, on consacrait 30% de son budget à l'alimentation. C'est terminé ça, et en fait, peut-être qu'il faudrait revenir à ça et se rappeler que ce qu'on met dans notre assiette, c'est notre santé, c'est notre avenir et c'est le soutien au tissu économique local. Et donc, il faut mettre un peu d'argent dans la nourriture. Ich meine, ich darf nicht vergessen, dass die sozial schwach nicht den Schwach haben, biologisch oder Fairtrade zu kaufen. Und davon ist eine Initiative die flott, weil die gibt mit dem Marsch rauf, das heißt, Produkte noch mehr accessibel, aber es wird noch immer mehr teuer sein wie normale Produkte, die ihr vielleicht am Aldi kauft. Und da gesehen ist die Politik auch an der Verantwortung, dass sie das Niveau von der Qualität
über die nächsten Jahre rübersetzen. Das heißt, dass wir mit den normalen Produkten auf ein Niveau kommen, dem wir nur am biologischen haben. Und das, meine ich, muss löser geschehen. Und dann noch 10 Jahre haben wir wahrscheinlich nicht mehr noch Bioprodukte. Das wäre möglich, aber da muss politische Willen dabei sein. Oui, mais ça, le modèle qu'on a choisi autour du prix, c'est celui de pouvoir donner accès à un prix, je dirais, le plus bas possible, puisque Mesa, quand c'est né, Mesa fonctionnait quasiment exclusivement sur du bénévolat. Et un peu comme Altercop, ce bénévolat a fait qu'on n'avait pas besoin d'avoir des marges énormes pour payer au départ juste la cuisinière. Puis ensuite, on a eu une employée à la gestion quotidienne. Et l'idée, c'était vraiment de donner accès à une alimentation locale de qualité, puisque en tout cas, l'ensemble des produits sont biologiques, à toute personne qui vient à Aesch. Et donc, c'est une sorte de compensation, un effort collectif pour un accès à une alimentation de qualité à un prix plus que correct. Je disais, chacun est capable de donner quelque chose, en fait, que ce soit du temps, que ce soit de l'argent. Enfin, par exemple, chez Terra, qui est aussi une coopérative, c'est un peu le même modèle que les AMAP en France, où en fait, on achète une part de la récolte, mais sur pied, si je peux dire. C'est-à-dire qu'on va soutenir l'agriculteur s'il n'a pas assez de rendement dans son année. Chez Altercop, si on a du temps et pas d'argent, on peut quand même devenir coopérateur, on a des parts sociales. Les gens qui n'ont pas de moyens, ils payent 10 € et ils ne payent pas 100 € comme les autres, et ils ont complètement les mêmes droits que tout le monde. Et si on a juste de l'argent et qu'on n'a pas de temps, on peut soutenir. Enfin, toutes les assos ont besoin d'avoir des dons, toutes les assos ont besoin de financement, on a besoin de locaux, on a besoin de matériel. Donc, de l'argent, du temps, de la visibilité, de la communication, tout le monde peut aider. Et moi, je compléterai juste en disant, je sors ma casquette Urban Gardening pour dire, faites partie d'un jardin communautaire, continuez à cultiver le moindre espace que vous voyez, mettez des fleurs sauvages dans tous les petits interstices de vos trottoirs, etc. Favorisez la biodiversité parce que ça fait partie de la réduction de l'empreinte écologique pour moi. Et compostez, si vous avez des choses non transformées que vous vous apprêtez à mettre à la poubelle, s'il vous plaît, compostez-les. Ja, und ihr könnt natürlich auch keine Lebensmittelverschwendung etwas machen, selber schon daheim besser aufpassen, aber ihr könnt auch bei Foodsharing Lützburg dabei kommen. Und zwar haben wir Informationsabende, die in den nächsten Wochen online stattfinden, auf Englisch, Französisch oder Lützburgisch. Die finden die genauen Daten auf foodsharing.lu. Je voulais juste évoquer aussi, on parle beaucoup d'agriculture biologique, mais pourquoi est-ce que c'est si important l'agriculture biologique? Parce que je ne suis pas sûre que tout le monde soit au courant en fait de l'importance pour les sols de cette agriculture qui est responsable et qui respecte en fait la biodiversité. C'est quoi la grosse différence? L'agriculture bio, c'est déjà, si tu as le label, tu as déjà la garantie que tu n'es pas en train de t'empoisonner et que tu n'as pas des pesticides partout sur ta nourriture, donc c'est quand même pas mal. Après, il n'y a pas que le label, le label coûte cher, le label a plein de choses, donc il y a aussi faire confiance aux producteurs que tu vas rencontrer, mais l'agriculture bio, elle nous garantit aussi qu'on n'est pas en train d'empoisonner les rivières, d'empoisonner les terres. Il y a beaucoup d'images hyper instructives où on voit une vigne en bio depuis 20 ans et une vigne pas en bio, et il manque 20 cm de terre sur la vigne pas en bio à cause du ruissellement, parce qu'il n'y a plus d'air pour retenir la terre, etc. Et franchement, si on devait payer pour la réparation de tous les dommages que cause l'agriculture conventionnelle sur nos produits, mais le bio, il est vraiment moins cher. Oui, les externalités négatives, comme ça s'appelle, c'est justement quelque chose qu'on ne prend jamais en compte dans le prix. Et valoriser des agricultures, que ce soit biologiques ou agroécologiques, qui, elles, pour le coup, sont beaucoup moins... on n'en entend pas parler en général parce qu'il n'y a pas de label derrière. C'est valoriser des modes de production qui, garantissent le non-emploi de produits phytosanitaires, pesticides, fongicides, etc. Et pourquoi ça, c'est important? Parce que ça détruit les écosystèmes du sol, qui, eux, garantissent la vie du sol et non plus seulement la vie des plantes. Parce que dans une agriculture conventionnelle, on va donner à la plante ce qu'il faut pour qu'elle pousse, en considérant le sol comme un simple support. Or, dans une agriculture agroécologique ou biologique qui ne labourerait pas le sol, mais qui le nourrirait, qui le couvrirait pour éviter les rayons directs du soleil, pour éviter l'évaporation de l'eau et qui a un sol vivant, donc ça permet de garantir une longue vie à l'agriculture et au sol. On a fait un peu le tour de la question pour l'instant, même si finalement on pourrait parler pendant des heures de ce sujet absolument passionnant. Donc on va terminer sur, finalement, quels défis nous attendent ces 10 prochaines années? Je pense que clairement, augmenter la production alimentaire locale, c'est l'enjeu, et voir comment on va le faire
C'est une vision à la fois politique, comme disait Daniel tout à l'heure. Et il y a déjà des pas faits en avant. Quand le ministre déclare qu'il y aura à l'horizon 2025 20% de l'agriculture qui devrait être biologique, je pense que c'est un pas en avant. Derrière ça, il y a des producteurs qui doivent prendre en charge l'agriculture. Et puis, il y a la protection des sols, donc une agriculture respectueuse des sols. Pour moi, c'est quelque chose d'essentiel. Et ensuite, il y a un modèle à Liège de ceinture alimentaire qui nous inspire beaucoup au sel. On considère la ville comme un cœur, un centre. Et autour de ça, et même dans la ville, il y a des producteurs, qu'ils soient maraîchers, brasseurs ou autres, qui alimentent justement cette ville, et il y a des échanges absolument dans tous les sens. Et nous, on est en train de développer cette vision en se disant, c'est quand même un modèle sympa qu'ils ont développé à Liège, et pourquoi pas l'adapter avec les particularités de ce pays. Nous, en tout cas, chez Altercop, on rêve que de ça. On veut être les distributeurs officiels de la ceinture alimentaire. On veut avoir de labo de transformation. On veut bosser avec tout le monde et continuer à proposer un modèle différent dans les 10 prochaines années. Foodchain Lützeburg hofft einfach, sich aufschaffen zu können in den nächsten 10 Jahren. Das wäre ideal, wenn das Problem von der Lebensmittelverschwendung dann gelöst wird und es gut Gesetze gehen, die das verhindern. Und da können wir als ASBL ablesen. C'était les Transition Talks de septembre animés par Yasmine Labidi avec Karine Paris, Marine Henry et Daniel Waxweiler comme invités. Produit par Gohar Shorayan dans les studios de Radio Hara en collaboration avec l'ASBL Transition Minette et le CEL. Les prochains événements de la Maison de la Transition à Esch sont: le jeudi 5 novembre, nous avons une visite guidée au centre Superdreck-Kesch à Colmarberg. Les enfants sont les bienvenus dès 10 ans, de 14h à 16h. Le vendredi 6 novembre, de 18h30 à 20h30, nous avons notre habituel Cultural Aperitivo. Le samedi 7 novembre, de 14h à 17h, nous avons un atelier Upcycling. Un t-shirt devient tapis, c'est magique. Pour les adultes et les enfants sont les bienvenus dès 10 ans. Le samedi aussi, 7 novembre, dès 19h, nous avons un concert de Bhakti Ayen, c'est de la musique mantra et esprit. Jeudi 12 novembre, de 19h à 20h, nous avons un atelier pain au levain avec Antonine. Le samedi 14 novembre, de 14h à 18h, nous avons un Reaper Café, ça se passe au Eco-Center à Espérange. Vous pouvez contacter reapercafé@cel.lu. Le vendredi 20 novembre, de 18h30 à 20h30, c'est à nouveau le Cultural Aperitivo. Le samedi 21 novembre, de 14h à 15h30, nous avons un atelier upcycling pour les enfants, tout ce que vous pouvez imaginer faire avec des bouchons de liège. Et le lundi 30 novembre à 19h, last but not least, nous avons une soirée film, A Plastic Ocean. Vous n'hésitez pas à nous contacter à notre adresse mail contact@transition-minette.lu. On vous attend bientôt. On a piqué votre curiosité et vous ne pouvez pas attendre le prochain épisode pour en savoir plus. Je vous propose ici 3 pistes pour aller plus loin sur le sujet de votre côté en attendant la prochaine session. Un livre, Le guide de l'alimentation durable par Aline Gubry, 2e livre de la jeune autrice et militante écologique aux éditions Thierry Soucard, pour tout savoir sur les aliments et sur le gaspillage alimentaire. Un podcast, A Taste of the Past, en particulier l'épisode 346 sur la sécurité des aliments aux États-Unis, mais tous les épisodes sont intéressants et certains sont plus historiques que d'autres. C'est en anglais. Et un documentaire, Kiss the Ground, l'agriculture régénératrice, qui explique très bien comment le soin à nos sols est crucial pour lutter contre le réchauffement climatique. Wir können heute zu Lützburg eigentlich genug erneuerbare Energie schaffen an allen Domänen für unsere Besoin zukünftig zu decken.
Wenn wir glauben, dass wir weiterhin so Konsum betreiben können und so konsumieren können, wie wir es gerade tun, dann laufen wir einfach gegen die Wand, weil es geht einfach nicht mehr so weiter. Also wenn man möchte, dass sich etwas ändert, dann muss man sich ja natürlich auch anders verhalten. Enfim, são esses homens e mulheres que já estão provocando, na verdade, porque essa transformação já está acontecendo e que vão provocar a transformação do mundo para um mundo mais justo e solidário. Together, we can decrease our ecological footprint and brighten our future. Reducing our environmental impact can improve our entire quality of life. C'est arrêter d'attendre que le politique prenne des décisions, c'est le citoyen qui change les choses, mais pas pour lui tout seul, mais pour sa communauté. Transition Talks.